Bonjour et bienvenue dans la première émission du podcast du droit international, le podcast consacré à la recherche en droit international public. Qui de mieux pour ce premier épisode que de recevoir une de celles qui m'a toujours encouragée à poursuivre dans la recherche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rosalie Lemoin, doctorante en 4e année de recherche au Centre de droit international de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Avec elle, nous allons parler des normes grises du droit international public, essayer de les définir et revenir sur leurs causes et leurs conséquences. Bonne écoute! Bonjour Rosalie. Bonjour Pauline. Alors, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter et revenir sur ton parcours universitaire? Oui, donc je m'appelle Rosalie Lemoin, je suis doctorante en 4e année au Centre de droit international à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et donc je fais ma thèse sous la direction de Madame Chiara Neri. Alors sur mon parcours, c'est peut-être un peu plus original parce que j'ai fait 3 universités. Ma licence tout d'abord à Angers, une licence de droit très classique. Ensuite, je me suis spécialisée en droit international à Lyon 3 en master 1 et pour le master 2, je me suis spécialisée en droit international public mais à Aix-en-Provence. Et donc, je suis revenue pour faire ma thèse sous la direction de Mme Neri à Lyon 3. Donc au Centre de droit international, qui fait essentiellement du droit international public. Tout à fait, que du droit international public. On a également un autre centre dans la même équipe de recherche, mais pour le droit international privé. D'accord. Tu es dans ta 4e année de thèse, comme tu l'as dit. Avant de revenir sur ton sujet et sur les spécificités qu'il présente, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as décidé de faire de la recherche. Alors moi, c'est vrai que je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été initiée à la recherche très jeune. Dès la 2e année de licence, j'ai fait des mini-mémoires et j'ai continué en L3. Donc c'est vrai que j'ai découvert très très tôt finalement que j'aimais beaucoup la recherche et puis en plus les mini-mémoires c'était en droit international public. Donc tout de suite j'ai fait le lien avec ce qui allait devenir ma spécialité. Et donc c'est vrai que dans ce domaine-là particulièrement, compte tenu des normes, des ambiguïtés, des débats aussi parce qu'on a toujours de l'actualité en droit international, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et donc beaucoup de sujets de recherche qui sont très intéressants. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis naturellement orientée vers la recherche. Comme tu as dit, tu as fait un Master 2 en droit international public, option recherche, si on peut parler d'option, qui notamment demande à ce que l'étudiant réalise un mémoire de recherche. Et donc, quel était le sujet de ton mémoire de Master 2? Est-ce que c'est celui que tu as repris pour ton doctorat, sachant que ta thèse porte sur les normes grises du droit international public? Comment tu as choisi finalement ce sujet? Alors effectivement, donc moi j'avais fait un mémoire en master 2 et ça a été justement ça qui m'a conduit vers ma thèse parce que j'ai fait mon mémoire sur l'ambiguïté de la légitime défense en droit international public et j'avais pris l'exemple qui à l'époque était d'actualité, l'intervention d'une coalition internationale en Syrie et en Irak contre l'État islamique et donc tous les États invoquaient la légitime défense mais pas sur le même fondement, pas exactement la même forme de légitime défense. Donc là je voyais que finalement ils invoquaient la même norme mais ils n'avaient pas la même approche de cette norme-là. Et donc, à la fin de mon mémoire, finalement, j'aboutissais à m'interroger sur le fait que peut-être toutes les normes du droit international étaient ambiguës. Naturellement, ça m'a conduit vers mon sujet de mémoire, vers les normes grises du droit international public. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que de mon mémoire, j'ai pu juste l'élargir, bon, de manière assez conséquente, bien sûr, mais je l'ai élargi et j'en ai fait mon sujet de thèse et j'ai eu la chance que ma directrice de thèse accepte que ça lui plaise. Donc c'est vrai que j'avais déjà des bases, un petit peu de documentation, un petit peu d'idées où j'allais et des questions soulevées dès que j'ai commencé ma thèse. Oui, finalement, tu es partie de l'ambiguïté d'une notion du droit international pour en faire un peu une systématisation avec les normes grises du droit international public. Exactement, parce que finalement l'idée c'est comment est-ce qu'on crée une théorie générale de cette ambiguïté, de cette indétermination. Est-ce que finalement il y a des points communs à toutes ces normes qui peuvent être très différentes? Quelles conséquences on en tire? Pourquoi elles existent? Donc vraiment essayer effectivement de systématiser. Et donc, mais j'étais partie d'un cas concret, d'un cas sur lequel j'avais beaucoup travaillé pour l'élargir. Finalement, c'est ça l'enjeu de ta thèse, de ton sujet? Exactement. Et puis alors cette approche-là, pour le coup, c'est pas la mienne. C'est celle de Martti Koskenniemi, qui est un des fondateurs, on va dire, enfin des auteurs les principaux hein, en termes d'indétermination, puisque lui, il était déjà praticien avant de faire sa thèse. Et donc, en pratique, il a constaté quelque chose d'assez étrange, que finalement, les États pouvaient invoquer une même norme, se fonder sur une même norme, mais avoir des argumentations très contradictoires, et qu'en droit international public, on ne savait pas tout de suite laquelle était manifestement fausse. Comme si les deux étaient valides en droit international, comme si la norme était à ce point ambiguë, qu'on pouvait tenir deux discours complètement opposés sur une même norme. Donc du coup, lui, il est parti de ce constat en pratique et il a essayé de le théoriser. C'est ce qu'il a fait dans sa thèse pour essayer justement de voir pourquoi ça existe. Et donc lui, il a émis l'idée que moi je reprends dans une partie de ma thèse, même si pour moi c'est pas la seule cause de l'indétermination. L'idée selon laquelle en fait il y a des fondements et des objectifs contradictoires du droit international public. On veut à la fois concilier la volonté de l'État, hein, le consensualisme reste le fondement du DIP,
Et de l'autre côté, quelque chose de très opposé, on veut construire une communauté. On veut dépasser ces intérêts individuels des États et donc pour justement le bien commun, le bien collectif. Comme on veut garder les deux, mais qu'en même temps ils sont complètement contradictoires, on aboutit forcément à une contradiction aussi dans les normes. En fait, ça se répercute jusqu'au sein du contenu des normes. Et donc, ça aboutit à l'indétermination. Et c'est partant de ce constat-là qui a été fait par Martí Koskenniemi que moi, j'ai pu retenir la même approche pour ma thèse. Cependant, dans le titre de ta thèse, tu utilises le terme de normes grises. Tu as parlé notamment et aussi d'ambiguïté, d'indétermination. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, tu peux nous dire à quoi on fait référence quand on parle de normes grises ? Oui, alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un terme, une expression qui est employée par les sources formelles du DIP. Donc, si on parle traité, coutumes ou principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées, vous ne l'aurez pas. Même la jurisprudence ne l'évoque pas. Et même la doctrine, à vrai dire, est très avare un petit peu sur le sujet. Il y a une seule auteure, alors c'est Batia Sierpiński, qui avait fait un article justement sur l'ambiguïté de la légitime défense, donc moi j'avais lu en Master 2, où elle employait cette expression. Et elle disait qu'en fait, alors elle avait une conception peut-être un peu plus large que celle que moi j'ai retenue. Elle disait que c'était à la fois l'ambiguïté du droit positif, donc du droit applicable, et tout ce qui était un petit peu soft law ou zone grise du droit. Et donc moi j'ai retenu une approche finalement beaucoup plus restrictive, parce que pour moi tout ce qui est zone grise en fait, c'est soit de la soft law, donc c'est-à-dire Est-ce que tu peux définir la soft law ? Oui, voilà, c'est du pré-droit en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore contraignant. Par exemple, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Si je donne un exemple très concret en DIP, par principe, sauf dans certaines matières comme le budget des Nations unies, normalement, elles ne sont pas contraignantes. C'est que si elles se cristallisent par la coutume ou qu'elles sont codifiées dans un traité, qu'elles deviennent contraignantes. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle du pré-droit. Et en définitive, pour moi, ça, c'est pas des normes grises parce que justement, pour moi, il y a le terme norme et donc ça veut dire que ça fait partie du droit positif. Et souvent, le deuxième sens qu'on donne aux zones grises, alors là, ça relève parfois un peu plus de la Sciences Po, mais c'est toutes les zones géographiques, en fait, où l'État n'exerce pas un contrôle effectif et où, du coup, on ne sait pas si dans les faits, on peut appliquer le droit. Le droit, il n'est pas effectif. Par exemple, une partie du territoire, Syrie et Irak, pour reprendre l'exemple de mon mémoire, contrôlée par l'État islamique. Est-ce que les normes qui lient la Syrie, on peut les appliquer sur ces territoires-là ? Et donc, ce sont des questions pour moi qui sont très différentes. Et moi, je retiens vraiment une conception où c'est finalement l'indétermination, les normes grises de manière plus générale, c'est l'incertitude, l'imprécision du droit applicable. On sait qu'une norme existe, ça pose pas de problème. Par contre, sa définition, son régime juridique, il y a des incertitudes. Il y a un petit peu des lacunes et du flou juridique. Et donc, la difficulté aussi, surtout au début de ma thèse, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, mais c'est que les auteurs en parlent, mais pas sous ce terme-là du coup, puisque seule une auteure emploie cette expression. Et donc, ils emploient plein de termes, alors ambiguïté, indétermination, flou du droit ou normes à contenu variable. Mais finalement, pour moi, à chaque fois, j'ai réussi en tout cas, à estimer, à en déduire que ça désignait la même chose. Il y a du droit applicable, mais son contenu concret, parfois, il y a des doutes. Tu as choisi le terme de norme grise, donc on l'a bien compris pour toi, qui est synonyme finalement à l'indétermination du droit international et du droit international public, puisque c'est l'objet de ta thèse. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de normes grises qui sont reconnues par la doctrine, par exemple ? Tout à fait. Alors, par exemple, pour reprendre justement Batia Sierpiński, elle employait ce qualificatif de norme grise pour la légitime défense. Alors, de manière très concrète, c'est pas exhaustif que je vais dire, mais les questions principales qui se soulèvent quand on parle de légitime défense, c'est déjà est-ce qu'on peut exercer la légitime défense quand on a une agression qui ne vient pas d'un État, par exemple qui vient d'une organisation terroriste, comme Daesh. La légitime défense est codifiée dans le droit international public. Tout à fait. Alors, il y a une double source d'ailleurs. C'est à la fois dans la Charte des Nations Unies, donc un fondement conventionnel, et c'est également coutumier. Donc, ça, l'appartenance au droit positif, pour le coup, c'est bien du droit applicable, aucun problème de ce côté-là. Mais la Charte des Nations Unies, du coup, ne dit pas si l'agression doit être celle d'un État pour qu'un autre État puisse réagir en légitime défense. Et ça, la doctrine s'est beaucoup interrogée. Sur le sujet, pendant longtemps, on a dit que non, a priori, l'agression non étatique ne déclenchait pas le droit de légitime défense, mais aujourd'hui, après les attentats du 11 septembre 2001, et surtout contre l'État islamique, justement, on se pose la question, est-ce que les États eux-mêmes n'ont pas changé d'avis ? Et est-ce que finalement, en tout cas, comme la charte est silencieuse, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait une évolution du droit et qu'on pourrait l'accepter. Un peu dans le même sens, c'est est-ce que la menace d'agression suffit à déclencher le droit de légitime défense ? Ou est-ce qu'il faut que l'agression soit réalisée ? Ça, pareil, ça suscite un certain nombre de controverses qui ne sont pas franchement tranchées par le droit positif, donc on a encore des incertitudes. Il y a d'autres exemples de normes grises, par exemple le terrorisme. Ce sont des notions à chaque fois qui font écho finalement à la sécurité de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres normes grises en droit international public ou en droit interne par exemple qui seraient en dehors de ce cas-là de la sécurité de l'État ?
Très bien. Alors effectivement, le terrorisme, ça c'est vrai que c'est une norme grise, alors notamment dans sa définition, hein, parce que ça, les États, vous regardez les conventions, soit c'est il y a une définition très très lacunaire ou seulement une forme de terrorisme. Par exemple, le terrorisme par piratage d'aéronefs ou prise d'otages ou terrorisme nucléaire, etc. Donc le terrorisme en général, effectivement, est très indéterminé. Et c'est vrai que c'est très lié à la sécurité de l'État. Plus en fait on touche aux intérêts de l'État qui lui sont essentiels, plus a priori il va vouloir se garder une marge de manœuvre. Et donc il ne va pas vouloir prendre une norme trop précise parce qu'il se dit peut-être qu'un jour je vais être dans une situation, il y aura un cas de figure que je n'avais pas prévu et là je serai bloqué par la norme. Et On donc reviendra sur les causes d'ailleurs oui, de ces normes tout à grises. fait. Ça, c'est l'objet de la première partie de ma thèse. Mais effectivement, ce n'est pas le seul cas de figure. Et c'est là où, en fait, c'est pour ça aussi qu'on emploie autant de qualificatifs différents pour désigner les normes grises, c'est qu'elles prennent plusieurs formes et elles ont plusieurs causes. Et par exemple, en droit de la CEDH et donc également maintenant en droit interne via le droit de l'UE, on a l'interdiction de la discrimination qui a été évolutive. Initialement, c'était vraiment que la discrimination directe, donc vous visez spécifiquement une catégorie, une population de personnes. Aujourd'hui, la CEDH, par exemple, elle a une interprétation évolutive pour inclure les discriminations indirectes, où en fait, peut-être pas dans les textes, ça désigne une catégorie de personnes, mais concrètement, dans les faits, ça aboutit à ça. Là, l'interprétation évolutive fait qu'à un moment donné, la norme, vous savez qu'elle existe, mais vous n'êtes pas sûr qu'elle recouvre tel ou tel type de situation, par exemple. Donc là, c'est un exemple en droit interne qui n'est pas franchement lié à la sécurité, parce que la discrimination, ça peut être pour plein de choses, et donc là, on a pourtant de l'indétermination. On pourrait prendre également par exemple l'exemple de la dignité. Tout à fait. Alors la dignité humaine, pour moi, c'est un des exemples très très phares, parce qu'en définitive, on dit que c'est un principe matriciel. C'est le principe qui est à l'origine, qui est inhérent à tous les droits de l'homme, en tout cas dans la conception occidentale des droits de l'homme qui aujourd'hui prédominent sur la scène universelle. Et donc, en définitive, la dignité, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le droit positif. Ça, c'est pareil. Personne dira non, non, moi, je ne consacre pas la dignité. Mais dans les faits, pour lui donner une définition, alors là, vous n'en aurez jamais. Même les juges qui ont recours ne définissent jamais. Et du coup, ça donne lieu à des applications du principe de dignité qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Et donc là, on se dit, à un moment donné, est-ce que ça, je peux invoquer la dignité pour telle ou telle situation ? Vous n'en êtes pas sûr. Finalement, avec ces exemples, on voit également qu'il y a des normes grises en droit de la Convention européenne des droits de l'homme, mais également en droit de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a plus de normes grises en droit international public que dans des droits supranationaux ou régionaux, ou bien même voire en droit interne ? Justement, moi, c'est toute la question que je me pose. Dans la première partie de ma thèse, je m'interroge sur les causes pour voir s'il y a peut-être des causes communes à tous les systèmes juridiques. Est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu inhérent au droit ? Et puis effectivement, après, dans ma deuxième partie, plutôt sur les conséquences, je m'interroge aussi sur le fait de savoir est-ce qu'il y a une différence de degré. Est-ce qu'on aurait peut-être, si c'est inhérent au droit, l'indétermination, est-ce que peut-être on aurait plus de normes indéterminées en droit international, justement parce qu'on a ce consensualisme et la volonté des États, justement parce qu'on veut protéger la sécurité que l'État et le DIP, une grande partie des normes, le but c'est justement ça. Justement, on va revenir maintenant sur les causes de l'indétermination et de l'existence des normes grises. On en a déjà cité plusieurs, par exemple l'interprétation des juges ou bien l'interprétation des États. On pourrait ajouter également l'interprétation d'un traducteur dans le cas où une norme est traduite dans différentes langues. Est-ce que tu peux nous parler d'abord justement de l'interprétation des États, de leur consensualisme en droit international public, comment ça affecte l'indétermination des normes ? Au début, comme j'ai dit, ils vont souvent avoir tendance à se laisser une marge de manœuvre volontairement. Parfois, ça peut être involontaire, faut le savoir, l'indétermination. Parfois, on a prévu une norme qui était très précise, sauf qu'arrive quelques années ou décennies plus tard une situation qui, a priori, dans l'esprit de la norme, on pourrait appliquer la norme, mais qui n'est pas prévue parce que la situation n'était pas prévue ou prévisible à ce moment-là. Mais dans un certain nombre de cas, effectivement, surtout en DIP, l'indétermination, elle est volontaire. Donc les États se laissent une marge de manœuvre, sauf que leur interprétation, effectivement, de la norme, elle peut varier selon la situation et selon leurs intérêts. Là, typiquement, si je reprends à nouveau l'exemple de la légitime défense, la France était très opposée à l'idée qu'on puisse utiliser la légitime défense contre un groupe armé non étatique qui aurait agressé un État. Sauf que, bien sûr, avec l'État islamique en 2015 et les attentats en France, elle a complètement changé d'avis. Donc aujourd'hui, la France, au contraire, elle soutient, par exemple, l'interprétation complètement inverse. Donc ça, c'est vrai que ça peut influencer la norme. Comme elle n'est pas précise initialement, l'interprétation des États peut amener, c'est un des cas où on peut faire évoluer une norme, c'est reconnu par le droit positif. L'interprétation des États partis à une convention peut modifier cette convention, la préciser. Donc effectivement, ça typiquement, ça peut beaucoup influencer. À propos justement de la codification des normes et de la précision des normes, tu as dit que les États jouaient justement de cette précision pour interpréter en leur sens, en leur faveur.
Est-ce que, justement, lors de la codification, là, on peut déjà parler de détermination ou d'indétermination d'une norme? Oui, alors effectivement, et ça c'est très intéressant parce qu'on voit le lien entre les sources en fait. Donc codifier, effectivement, c'est qu'on prend une coutume qu'on va mettre sous forme écrite. Nécessairement, quand une norme elle est coutumière ou même quand elle est issue d'un principe général de droit reconnu par les nations civilisées, bah, elle est non écrite. Et forcément, une norme non écrite, elle est plus ambiguë, elle est plus imprécise qu'une norme écrite. Donc déjà, c'est vrai que le fait de codifier va forcément amener un petit peu de précision. Alors parfois, ça peut aussi cristalliser les tensions, parce que justement, les États ne veulent pas s'enfermer dans certains carcans ou ont une vision très très opposée. Par exemple, on reprend l'exemple du terrorisme que tu donnais tout à l'heure. Certains États, au contraire, ils veulent exclure le terrorisme d'État en disant le terrorisme d'État n'est pas une forme de terrorisme qui est régie par telle et telle convention. Alors que d'autres États, ils sont très favorables et eux, au contraire, veulent dire attention, il y a certains cas, par exemple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, quand justement un peuple conteste une autorité en place, par exemple, bah ça ne devrait pas être considéré comme du terrorisme. Donc parfois, en fait, on n'arrive pas non plus à codifier parce que justement, ça cristallise les tensions, ou alors on va adopter une formule assez générale ou exprès laisser de côté, laisser volontairement une lacune et là créer volontairement de l'indétermination pour se laisser une marge de manœuvre. Et finalement, ce raisonnement peut être reporté, par exemple, lors de la création de normes au sein d'organisations internationales ou d'organisations régionales, où les États volontairement, les États membres volontairement vont laisser une norme un peu floue ou ambiguë. Tout à fait, parce que soit ils mettent de l'indétermination, mais au moins sur le reste du traité, par exemple, ils vont être d'accord. Soit bah, souvent, ils n'arrivent pas du tout à créer la norme, ou alors ils auront un traité, mais avec tellement de réserves à l'article ou aux articles concernés qui cristallisent les tensions, que finalement, elle sera très à géométrie variable, la convention. Donc parfois, ça perd un petit peu de son sens et de son intérêt dans ce cas-là. Une deuxième cause de l'indétermination et de l'existence des normes grises, c'est l'interprétation du juge. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus? Il y a notamment Paul Amsalek qui en a parlé. Qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, pour moi, l'interprétation, elle est centrale dans les normes grises, en fait, parce que à la fois, je donnais l'exemple tout à l'heure de la CEDH, qui a une interprétation évolutive. La Cour européenne des Oui, droits pardon, de la l'homme. Cour européenne des droits de l'homme. Le juge, en fait, peut à la fois créer de l'indétermination, par exemple par une interprétation évolutive qui fait que bah, le sens évoluant, on n'est pas certain de ce qu'il recouvre exactement à un moment donné, ou au contraire, le juge, parfois, peut combler l'indétermination. Par exemple, si les États volontairement dans un traité laissent de côté une certaine question ou emploient un terme flou, bah, le juge, il peut venir préciser, par exemple, ce terme. Et donc, on a cette ambiguïté, justement cette dualité de fonction où le juge, il peut à la fois servir l'indétermination comme complètement la supprimer. Et donc, ça, pour moi, c'est une des causes des normes grises, mais c'est pas la seule, c'est pas exhaustif. On parlait tout à l'heure, effectivement, volontairement les États ou la notion de consensus ou de sécurité, ça en fait également partie. Il y a également l'exemple de la traduction d'une norme. Finalement, ici, c'est l'interprète traducteur qui est juge ou pas de donner un sens à la norme ou bien d'en faire justement une norme grise. Très bien, bah effectivement, ça se voit beaucoup, par exemple, dans le droit de l'Union européenne ou le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que justement, on a tellement d'États membres, et donc, par exemple, pour l'Union européenne, un des plus gros services de l'Union européenne, c'est le service, par exemple, des traducteurs. Et donc, pour traduire les arrêts, je vous laisse imaginer, dans maintenant les 27 États membres de l'Union européenne, c'est très compliqué. On n'a pas forcément des équivalents dans les langues. Donc ça, c'est vrai que ça révèle aussi quelque chose, c'est que l'indétermination, je l'ai dit tout à l'heure, elle prend plusieurs formes. Elle peut être parfois purement linguistique, comme parfois elle est plutôt substantielle. C'est sur le fond, on a exprès pris un terme qui est ambigu pour que les États soient d'accord en disant « Ah, on peut lui donner plusieurs interprétations, alors ça me convient ». Mais effectivement, ça en crée aussi, et dans des organisations régionales comme l'Union européenne ou Conseil de l'Europe, par exemple, où là on traduit quand même dans beaucoup de langues. Alors le Conseil de l'Europe un petit peu moins que l'Union européenne, mais par exemple, pour des traités, c'est entre guillemets un petit peu plus simple parce qu'on a des langues officielles, par exemple des Nations Unies qui sont assez restreintes, où les traités, et souvent, je dirais, il y a 3 ou 4 langues de la version officielle du traité, donc finalement, arriver à trouver un consensus entre ces langues, ça va. Alors qu'au sein de l'Union européenne, je donne l'exemple tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué. On peut peut-être venir à présent sur les conséquences de l'existence des normes grises. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, sur les conséquences d'avoir une norme grise en droit international public? Alors, c'est vrai que moi, pour moi, j'ai soulevé 2 questions qui sont assez distinctes. D'une part, un petit peu la conception du droit et les mécanismes un peu essentiels au droit. On parlait justement de l'interprétation, ça en fait partie. Ça interroge sur le rôle du juge, parce que justement, il peut à la fois créer et supprimer de l'indétermination. Nous, par exemple, si on prend les systèmes de droit écrit, romano-germanique comme la France, on va dire que la jurisprudence n'est pas créatrice. Donc jusqu'où le juge, justement, peut combler cette indétermination ou peut en créer. Alors qu'à l'inverse, dans la common law, beaucoup plus de force. Et donc, on voit en plus le DIP, il est un petit peu à cheval entre les deux, il essaie de concilier les deux traditions qui sont très opposées. Donc, ça interroge déjà sur la place du juge.
Ça interroge également sur la sécurité juridique, qui est vraiment normalement l'objectif poursuivi par le droit. On veut une sécurité, et surtout dans la sécurité juridique, la composante principale, c'est la prévisibilité. La constance. Exactement. Il faut qu'à un moment donné, on puisse dire, si là je fais ça, le droit me sanctionne ou me donne tel ou tel droit. À un moment précis. Or, justement, le principe des normes grises, c'est que justement, on ne peut pas faire ça. Donc, est-ce que finalement, il faut relativiser la sécurité juridique ou est-ce qu'il faut dire les normes grises, c'est pas bien, il faut les supprimer parce que la sécurité juridique est primordiale et on ne doit pas avoir d'indétermination. Et ensuite, une autre idée que j'ai identifiée, justement pour faire le parallèle avec d'autres systèmes juridiques, c'est qu'est-ce que ça dit sur la qualité du système juridique. Est-ce que parce qu'on a des normes grises, c'est quelque chose de pas bien? Ça veut dire que le système il est défaillant, par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, il y a une part de normes grises qu'on ne pourra jamais vraiment supprimer? Ça veut juste dire que c'est un système juridique qui évolue et qui doit faire face à des intérêts contradictoires et finalement, ce sera un peu dans sa nature et ce ne serait pas néfaste. Donc, les conséquences de l'existence des normes grises, ça fait l'objet de ta deuxième partie de thèse. On n'en a pas parlé au début de l'enregistrement, mais tu es en pleine rédaction. On espère que ce sujet t'apportera toutes les réponses que tu espères. Merci beaucoup Pauline, vraiment pour le soutien et puis pour l'occasion. Moi, je suis très honorée d'être la toute première à participer à ce podcast. Donc vraiment merci pour cette possibilité aussi de donner de la visibilité aux doctorants et puis pour ceux qui nous écoutent, s'il y a peut-être des étudiants qui se posent des questions sur la thèse ou sur le droit international public en général et sur les sujets, même pour un mémoire, sans parler de thèse, je pense que ça peut être très très enrichissant. Donc bravo pour cette idée et puis merci beaucoup de m'avoir conviée à y participer. Merci. Et voilà qui conclut notre premier enregistrement. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je tiens à remercier sincèrement Rosalie pour avoir tout de suite accepté de venir échanger avec moi sur son sujet de thèse et d'être la première à avoir répondu à mes questions. Je souhaite également remercier Madame Néry, directrice du Centre de droit international, qui me permet d'enregistrer le podcast dans les locaux du centre ainsi que toute l'équipe du CDI pour leur soutien. Je tiens enfin à remercier Andy Bonte et Bastien Bonte pour la réalisation du logo ainsi que du site internet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast et toutes les informations en rapport avec les enregistrements sur le site internet lepodcastdudroitinternational.fr. Je vous invite aussi à venir échanger avec moi sur LinkedIn dans le groupe Le Podcast du Droit International. Vous pouvez nous suivre sur Twitter sur la page Le Podcast du DI. N'hésitez pas à aimer, commenter, vous abonner à la chaîne si vous nous écoutez sur YouTube et surtout à partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Pour toute demande particulière, vous pouvez également me contacter à l'adresse mail lepodcastdudroitinternational@gmail.com. Il est temps désormais de vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission dans laquelle je reçois Gaëtan Ballan, récent post-doctorant du CDI qui nous parlera de plusieurs projets de recherche en droit de la mer. D'ici là, bon vent!